Les Juifs ont-ils encore le sens de l'humour? On en parle tout de suite dans Pas d'amalgame. Merci, bonjour, bienvenue dans ce nouveau Pas d'amalgame. Je suis spécialement émue d'accueillir Israël Tavor, qui a lancé cette émission avec moi, qui avait disparu de vos écrans. Bonjour Israël, comment ça va? Ça va très bien, et toi? De Paris, t'es devenu, on voit des bouquins derrière toi, t'es devenu un grand intellectuel, encore à la tête du Gora Feuch, devenu Shlomo Hebdo. Exactement. Tu vas nous raconter cette aventure de Shlomo Hebdo qui continue à très bien marcher. À ta gauche, à l'écran, David Krief qui a, lui, monté il y a un peu plus de 3 ans un site qui s'appelle JewBuzz qui cartonne. Il nous dit 6 millions de vues les bons mois, en tout cas 130 000 abonnés. Et c'est ça qui te permet de vivre aujourd'hui. C'est ton business, ça marche très bien. Tu vas nous raconter aussi comment c'est possible. Laurence Aziza, vous êtes en train de lancer un festival, c'est pas un festival, c'est une journée, un rendez-vous de l'humour juif. Voilà, un rendez-vous de l'humour juif. Vous cherchez des jeunes talents. Oui. On va mettre le lien sous l'émission pour les candidats. Et puis Judith Merguet, qu'on connaît bien aussi ici, qui en ce moment tous les matins sur Radio J, pour sa matinale, pour son billet d'humeur, qui parle pas spécialement des Juifs d'ailleurs, et qu'on attend dans la 3e saison de Zagoré Impérial, puisqu'elle est aussi une comédienne ici en Israël. J'ai tout dit. Yes. Je voudrais qu'on démarre cette émission, je ne sais pas si Jonathan est prêt, avec un sketch de Laura Lone qui est sorti à peu près 1 an et qui a créé polémique. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Alors, quel est le point commun entre les juifs et les baskets? On en trouve plus en 39 qu'en 45. Voilà, alors, qui veut réagir? Je jouais le jour où Laura Lone, humoriste belge, a sorti cette vanne pour le jour où il y a eu la polémique. Ça s'est passé en Belgique. Elle est belge et c'est le CRIF de Belgique qui, à la base, est monté au créneau. Et je montais le soir même dans un grand théâtre à Bruxelles sur scène. Et donc, j'ai réagi en répondant à Laura tout simplement avec un grand sourire que peu importe en 39 ou en 45, c'était toujours des grandes pointures et qu'à partir de 48, il valait pas mieux qu'il te botte le cul. Et je crois Elle n'était pas préparée, merci Judith. Voilà, c'était pas du tout. Je lui ai répondu comme ça ce jour-là et je pense en fait que c'est intéressant que vous ayez commencé cette émission avec cette vanne-là parce que c'est un cas intéressant. C'est une excellente vanne en termes de vanne et on voit à quel point elle a été prise différemment à différents endroits de la planète, pourtant par des Juifs. Donc les Juifs d'Israël ne l'ont pas prise de la même façon, ne l'ont pas reçue de la même façon que les Juifs de France. C'est hyper intéressant. Est-ce que vous compreniez qu'elle puisse être mal interprétée, qu'elle puisse être taxée d'antisémitisme, Laura Lone, ou non? Je pense que lorsque j'étais... Ah, pardon, je pensais que tu... Ouais. Qui veut? Non, je pense qu'elle n'est pas antisémite en soi, dans le sens où, en fait, quelque part, au premier degré, elle dit une vérité. C'est-à-dire qu'en effet, il y a plus de juifs en 39 qu'en 45. Donc déjà, ce n'est pas une blague négationniste, ce qui est déjà pas mal, mais on avance déjà. Hein. Et non, un bon point. C'est un bon point. Non, en fait, lorsqu'on fait de l'humour, forcément, on peut toujours froisser certaines susceptibilité. Forcément, les premiers concernés peut-être, ou ils vont peut-être parfois même plus rire. Et c'est vrai, comme disait Judith, en Israël ou ailleurs dans le monde, la blague n'est pas prise de la même manière. J'ai l'impression qu'en Israël, on a plus d'humour par rapport à ça. Ça fait peut-être partie d'un quotidien, parce qu'il y a Yom HaShoah, toutes les commémorations, et on a aussi peut-être besoin en Israël de ces temps pour souffler par rapport à ça, et l'humour en fait partie, c'est une manière de respirer. Donc voilà, je pense qu'elle était faite pour un petit peu piquer, mais j'y ai pas vu ni de haine. Alors, peut-être que les gens ont vu de la moquerie déplacée, c'est peut-être la pire chose qu'on pourrait lui reprocher, mais c'est un peu la base de l'humour quand même. Judith, je vous ai interrogé là-dessus, antisémitisme, voilé, blague de mauvais goût ou non? Je pense qu'il y a une instrumentalisation, il y a eu, mais pas dans les textes de Laura Lone. À partir du moment où on connaît le spectacle de Laura, on voit que la blague d'avant est faite sur une autre communauté, la blague d'après encore sur une 3e. Au moment où France 2, je crois que c'était France 2 à l'époque, vient prendre un extrait et couper un extrait pour le mettre dans son JT, il choisit de ne découper que ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un répondant là-dessus, c'est que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'ils savent sur quelle communauté ça va buzzer. Et à ce moment-là, je pense que notre erreur en tant que Juifs de France, et en effet, ça n'aurait pas été une erreur des Juifs israéliens, qui eux sont des grands fans d'humour sur la Shoah, et je crois que c'est une façon de prouver leur résilience.
C'est même eux qui m'ont appris les meilleures blagues sur la Shoah, les plus complètes, les plus fines. Donc, c'est vraiment une tradition en Israël, alors qu'en France, il y a cette espèce, en Europe, j'allais dire, au sein de la francophonie et de la communauté juive, on va avoir une espèce de sensation de nausée immédiate, quelque chose qui ne nous permet plus de respirer. Et on va avoir vraiment cette sensation des larmes qui montent immédiatement. Et on va monter, on monte au créneau, le CRIF, on porte plainte et on va créer le buzz. Et on a fait énormément de pubs au spectacle de Laura Lone au moment où ça s'est passé en France. Alors, tant mieux pour elle, parce que je pense que c'est une artiste qui travaille dur. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûre qu'on utilise la bonne remarque si le propos est de dire on n'a pas le droit de rire de la Shoah. David Krief, vous êtes qu'on appelle plutôt vous dans l'humour communautaire. Vous faites des blagues qui peuvent être comprises par les initiés, des trucs sur la nourriture safe, Farad, des choses comme ça. Est-ce que vous avez l'impression que quand on n'est pas juif, on n'a plus vraiment le droit de rire des juifs et que votre fonds de commerce, il est là, vous êtes juif et vous riez entre juifs? Non, alors, moi, via Jubuzz, évidemment, j'ai fait le choix d'avoir un humour très communautaire, et c'est volontaire. Hein. Je cherche pas forcément à aller faire rire d'autres communautés. Je pense que nous, les Juifs, on a besoin de rire avec l'actualité qui est souvent assez difficile contre nous, donc on a vraiment besoin de nous divertir. Après, par rapport à Laura Lone, je pense pas qu'elle soit antisémite, honnêtement. Je pense que c'est une blague qui, comme a dit. Je crois que c'est Israël qui a dit, ou non, c'est Judith, pardon, qui a dit, enfin, c'est une blague qui est assez juste techniquement, c'est une blague qui est assez réussie, mais je peux comprendre qu'elle puisse choquer des gens qui sont peut-être beaucoup plus concernés par la Shoah que nous, enfin, en tout cas que moi. Je peux comprendre que ça peut en énerver quelques-uns, en choquer quelques-uns. Moi, c'est pas quelque chose qui me choque particulièrement, mais bon, voilà, je peux comprendre ça. Mais de là à dire qu'elle est antisémite parce qu'elle a fait une blague qui pourrait être de mauvais goût, non, ça, je pense que ça va trop loin. Je voudrais sur ce sujet-là qu'on regarde une copie d'écran d'un tweet, d'un message Instagram de Nicolas Bedos. Certains soirs, quand tu n'aimes pas le foot, tu comprends mieux ce que ressent un Palestinien un week-end à Deauville. Là aussi, ça fait un peu moins longtemps. Il s'est fait taper partout. Et je crois que c'est Israël qui avait réagi pour défendre Nicolas Bedos à l'époque. Peut-être, je sais plus. En tout cas, je trouve que la blague, moi, elle m'a fait rire parce que oui, quand on n'aime pas le foot, on se sent seul au milieu d'amateurs de foot. Et oui, un Palestinien à Deauville en week-end peut se sentir un petit peu isolé. Donc voilà, j'ai compris la blague comme ça. J'ai pas vu plus de méchanceté que d'habitude de la part de Nicolas Bedos. J'allais juste réagir parce que moi, c'est un petit peu mon curseur d'analyse de vannes. On me demande souvent comment je fais pour choisir celle qui, pour moi, passe et pour moi, ne passe pas. Et celle-ci me dérange beaucoup plus. Vous allez voir pourquoi. Moi, mon curseur est basé un petit peu sur ce qu'il y a dans la construction de la vanne. Dans celle de Laura Lone, on a un fait qui est là. On a un fait historique sur lequel on ne peut plus se battre. Et le but n'est plus de se battre contre ce fait. Ça, on a fait, comme tu disais tout à l'heure, Israël, ça s'appelle du négationnisme. Donc, il y a une évidence qui est là. Elle s'appelle la Shoah. C'est un morceau d'histoire. Et pour l'accepter, des fois, pour pouvoir la dépasser, je pense que des fois, il est intéressant de savoir utiliser l'humour. Ça dépend qui, ça dépend quel peuple et ça dépend comment c'est fait. Là, en l'occurrence, si vous remarquez bien, dans la construction de la vanne de Bedos, il y a beaucoup d'autres choses qui sont mêlées. On a une affaire politique et non pas juste historique avec un fait. On a une affaire, on a la communauté palestinienne qui n'est pas opposée dans sa vanne à la communauté israélienne. On a une communauté palestinienne opposée aux Juifs de Deauville. Exactement. Donc, tout d'un coup, on est plus sur pardon pour le titre de cette émission, mais on est plus sur un amalgame, on est sur un triple amalgame, parce qu'on a le Juif qui part souvent en week-end, et donc voilà, on a le Juif de France, on a l'Israélien d'Israël, le Palestinien, le musulman, tout est mélangé. On a le Juif riche. Je suis pas d'accord avec toi pour une raison très simple. C'est que pour un Palestinien, un Juif israélien ou un Juif ailleurs, c'est la même chose. Ça sera, je généralise pas sur tous les Palestiniens, mais en gros, il va penser que c'est un envahisseur par nature. Donc, et du point de vue entre guillemets palestinien, lui, il va toujours se sentir isolé à tort ou à raison. C'est-à-dire que peut-être que le Palestinien qui dit je suis isolé parce que je suis entouré de Juifs, il le fait parce qu'il est un peu parano. Comme un mec qui n'aime pas le foot, qui sont entouré de footeux, il va se sentir mal, mais sans forcément avoir de bonnes raisons pour. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Donc, la vanne n'est pas écrite en arabe palestinien, mais en français, donc à un but, à une visée de moi, j'ai lu en arabe, en langue originale, c'était très drôle. Peut-être pour clore ce chapitre, est-ce que vous ne pensez pas que les Juifs sont plus susceptibles que les autres ? Ou en tout cas que du coup, plus personne n'ose
prononcer le mot juif quand il n'est pas juif, de peur de se faire taper dessus parce que n'importe quelle blague est tout de suite D'ailleurs, par une Ève, partie. tu viens de prononcer le mot juif. Es-tu sûre d'être vraiment juif? Ouais, mais je le dis tranquillement parce que je suis ici sur Studio Qualita, mais sinon j'aurais peut-être un petit peu peur. Et c'est vrai que les juifs sont devenus très très susceptibles, c'est vrai. Ou pas? Oui, c'est la réalité. Hein. Juste par rapport à Laura Lone, ça m'a fait penser, parce que c'est au-delà de l'antisémitisme ou pas de l'antisémitisme, c'est une question de la Shoah, et ça m'a fait penser à Desproges, qui, à son époque, avait endossé le personnage de l'antisémite, et donc avait dit, moi, comment ça, quel scandale, voyager dans un wagon de train sans banquette, et je prends ma douche si je veux. C'est-à-dire qu'il est allé assez loin, et il n'a jamais été taxé d'antisémite, évidemment. Enfin, et donc, c'était intéressant de voir la différence avec Laura Lone qui, 30 ans ou 40 ans plus tard, fait sa blague. Déjà, comme tu disais, Judith, elle est découpée du reste, alors que lui, on a son sketch en entier. C'est une femme, il était un homme, mais surtout, il a endossé le personnage de l'antisémite. Chez elle, il y a ce rapport direct de la blague qui aussi amalgame ce qu'elle pense, elle, ou ce qu'elle est, avec ce qu'elle dit. Donc je crois que ça a aussi joué dans cette mauvaise interprétation. Cela dit, elle a été quand même défendue par pas mal de gens, je crois qu'elle l'a dit après, donc c'était pas tous les juifs se sont pas rués sur elle comme ça. Non, mais et elle est venue jouer en Israël au Tel Aviv du Rire, où il y a eu une merveilleuse preuve d'intelligence, la première preuve d'intelligence des directeurs du festival qui l'ont invitée, qui ont fait ce choix en disant c'est comme ça qu'on règle les conflits. Voilà, si conflit il y a, c'est en discutant, c'est en se rencontrant. Et la production de Laura Lone a accepté qu'elle vienne jouer à Tel Aviv, alors que tant d'autres refusent des propositions pour ces festivals. Donc il y a quand même des gens en bonne intelligence. Il y a eu l'ouverture. Alors l'humour juif, ça l'une chose dévie de l'autre. Je parlais de cette susceptibilité qui fait que peut-être l'humour juif devient de plus en plus communautaire, sort du domaine public, on n'ose pas plus trop y toucher. Laurence Aziza, donc vous organisez un rendez-vous de l'humour juif. Vous recherchez des candidats, des bons, des nouveaux, qui sont tous juifs ou pas forcément juifs? Non, justement non. Et d'ailleurs même l'humour, c'est vrai qu'on est parti de l'humour juif, mais c'est l'esprit de l'humour juif. Et c'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est? Bon, il ne faut pas être juif pour rire, pour avoir l'humour juif. Bon, je parlais de Desproges il n'y a pas longtemps. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Je ne sais pas, je pense à Mirabel. Comment il s'appelle ce jeune homme? Paul Mirabel. Que je trouve, quand on est dans cette autodérision, quand on va un peu jusqu'au bout d'une forme de cynisme, de cette limite. En fait, l'humour juif se pose à la limite de pas mal de choses. Et non, il ne faut pas être juif pour faire de l'humour juif. Enfin, je crois. Alors, c'est quoi l'humour juif? Il se pose à la limite, il va loin, il est un peu borderline. On aurait aimé avoir dans cette émission Olivier Rançon, on le regrette, lui qui est vraiment borderline. Mais alors, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous qui s'adresse à tous. Évidemment, il y a des juifs, on va parler d'humour juif, mais pas que. Et surtout, ce sont des gens à la fois qui sont des semi-professionnels ou qui ont envie de le devenir, mais pas que non plus. C'est-à-dire que le type ou la fille très drôle avec ses amis ou à Shabbat, on aimerait qu'il soit là, ou l'humoriste du dimanche, pour ne pas rester dans un entre-soi. Ce sont des gens à qui qu'on invite à nous envoyer des vidéos et puis à faire travailler l'humour, à le faire bouger et à le faire connaître. C'est-à-dire que si t'es drôle, fais-le savoir, reste pas drôle juste chez toi. Est-ce que justement l'humour juif qui reste trop dans l'entre-soi, il risque pas de s'éteindre parce qu'on peut pas renouveler ses blagues? Israël Tavor, tu es sur le Graphège depuis Shlomo Hebdo depuis un peu plus de 2 ans et demi. Est-ce que ça finit pas par s'essouffler, les blagues qu'on peut faire sur le milieu juif? C'est une excellente question parce que je suis confronté quasiment tous les jours à ce problème. C'est-à-dire, je suis sur une ligne éditoriale très étroite, c'est-à-dire que ma ligne éditoriale, c'est faire quelque chose qui soit en relation avec tout ce qui est juif, que ce soit accessible à la plus grande partie des personnes, juives ou non juives. Donc voilà, je me suis mis des bâtons dans les roues volontairement. Voilà, c'est savoir si à un moment je vais pas m'essouffler. Parfois, je me rends compte, je vais être très honnête. De temps en temps, je vais faire au moins un article tous les jours, même s'ils ne sont pas excellents. C'est mon exercice et je veux pouvoir donner quelque chose de qualité. Simplement, j'ai parfois,
quand j'ai pas d'idée, je dis tiens, je vais faire un truc sur les mères juives. Donc c'est pour ça que la section mères juives est plus longue que les autres. C'est quoi les trucs qui reviennent? C'est les mères juives, les ashkénazes séfarades. Il y a beaucoup Oui. là-dessus. Exactement. Vous moquez des reste des séfarades thématiques plutôt. que tout le monde peut comprendre. Là, parfois, j'avoue, je suis un peu jaloux de David parce que lui, il peut taper dans des secteurs. J'ai vu quelque chose de très drôle sur la confrontation entre les élèves, je crois que c'était de Ozar Torah et Lord, avec Macron. Voilà, il y avait un visuel avec Macron qui marche avec les yeux un peu sévères. Je me dis, tiens, je pourrais faire ça, mais c'est pas dans ma ligne éditoriale. Alors, voilà. C'est quoi la différence, David, sur quoi vous pouvez y aller dans Jubus que fait pas du tout Israël, par exemple? Non, je pense qu'Israël peut le faire, mais c'est juste que comme lui, sa ligne éditoriale, c'est de toucher tout le monde, et donc faire en sorte que ses articles soient compris aussi des non-juifs. Donc il y a forcément certains domaines que moi je fais que lui ne pourra pas faire parce qu'il sait très bien que voilà, l'exemple qu'il vient de citer qui est très parlant, celui des confrontations entre guillemets entre les élèves de Ozar et les élèves de Yavne, c'est évident que déjà si on n'est pas juif, on comprend rien. Et t'as pas fait d'école juive, tu comprends pas. Exactement. Donc déjà ça, et en plus de ça, si t'es pas juif, alors c'est encore pire. Donc non, c'est moi disons que je ressens aussi ce sentiment un peu d'essoufflement parce que voilà, ça fait 3 ans et demi, une blague par jour, voilà, à la fin c'est bon, c'est les mêmes domaines qui reviennent. Mais heureusement, et je pense qu'Israël va être d'accord avec moi, c'est qu'on a un concept qui s'appelle le newsjacking, c'est le fait de rebondir sur l'actualité. Et le fait de rebondir sur l'actualité, déjà, ça marche beaucoup. Les blagues marchent beaucoup mieux parce qu'elles sont liées avec ce que tu vis au quotidien. Mais en plus de ça, ça te permet de te renouveler et de pouvoir rebondir sur des choses que les gens voient à la télé ou qu'ils ont entendu à la radio. Et donc forcément, voilà, ça nous donne un nouveau souffle et ça nous permet de créer, même sur un sujet qu'on a déjà traité quelques mois avant, de pouvoir le retraiter, mais avec un angle différent parce que c'est l'angle d'actualité, quoi. C'est quoi Ouais, pardon, vas-y Judith. Non, j'allais dire que j'étais hyper ravie de découvrir que mes collègues avaient à l'écrit ou en mode réseau social, visuel, site, avaient exactement les mêmes challenges que moi à la scène ou au micro, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait face au même genre de challenge et au même genre de décision. Le premier spectacle ayant été Inchalia, qu'on avait qualifié non pas d'humour communautaire ou d'humour juif, mais cette fois-ci de cette espèce d'hybride qui était l'humour franco-israélien. Et qui était moins compréhensible par les Français non-juifs parce que tout le monde n'a pas été en Israël, alors que l'humour juif type Madame Sarfati, Delikakou ou La Vérité si je mens, c'est quelque chose que les Français non-juifs avaient côtoyé en France, alors que Israël c'était nouveau. Mais en effet, là, par exemple, quand je reprends la matinale, le billet humeur dans la matinale de Radio J, j'ai été voir la direction et je leur ai dit on ne peut pas faire tous les matins quelque chose sur les juifs. Exactement, ce n'est pas mon souhait. Par contre, mon souhait est de tendre à prouver qu'il y a un humour juif, mais que l'humour juif n'est pas lié au sujet. Pour moi, les caractéristiques de l'humour juif ou de ce personnage qui incarnerait l'humour juif, ce serait pas lié au sujet. Bizarrement, d'ailleurs, les limites de mon public, moi, j'ai cru pendant longtemps qu'on pouvait pas parler de ça ou de ça ou de ça avec un public uniquement juif. Et finalement, les limites de ce qu'on peut aborder ne sont pas aussi bien définies. C'est pas au niveau. Il y a beaucoup d'humoristes musulmans qui sont venus jouer à Tel Aviv dans les festivals d'humour francophones qu'on a eu et qui ont dit alors est-ce qu'on peut parler des Palestiniens, est-ce qu'on a le droit de dire ce mot? Et en fait, en sortant de scène, ils disaient mais c'est fou, on peut tout dire ici. Bizarrement, là où ils ont trouvé qu'il y avait plus de limites et où on sentait qu'il y avait un X, c'était pas du tout lié à la politique ou à la religion, c'était plus lié à ce qui se trouve en dessous de la ceinture. Donc, vous voyez, et d'ailleurs, la preuve, votre humoriste, entre guillemets, national, Judith Mergui, humoriste de la communauté, vient de dire en dessous de la ceinture et vient pas de dire les blagues grivoises ou sexuelles. Donc, il y a des filtres, à mon avis, avec notre communauté, mais ils ne sont pas forcément là où on les attend. Laurence, dans les... Il y a l'intention aussi qui est importante. On rit avec une intention. Et c'est cette intention qui fait qu'on capte ou pas l'humour et qu'on peut la considérer comme antisémite ou pas antisémite. Laurence, là, vous recevez pas mal de vidéos, donc c'est ça. C'est quoi? Vous recevez des trucs super fudge, des blagues de Shabbat, ou vous recevez des trucs un peu plus fins, moins communautaires? Qu'est-ce que vous recevez et qu'est-ce que vous avez envie de montrer, vous aussi, de ça? Alors nous, on reçoit pour l'instant un peu de tout. Alors ça va vraiment de l'humour très. C'est pas tant la dimension humoristique que la qualité de l'humoriste. Donc on se marre parce qu'il y a des choses. C'est vraiment celui qui fait rire sa maman et encore c'est compliqué. Et puis il y a des gens avec un talent fou. On espère donner la parole
au meilleur d'entre eux, en fait, et les faire monter sur scène. On a envie, secrètement, que ce ne soit pas que des juifs, mais on traite d'humour juif. Et puis c'est le Catskills Comedy, ce qui s'appelle le Catskills Comedy, by J'aime. Donc, c'est une émanation du pôle jeunesse de Judaïsme en mouvement, qui a aussi envie de peser un peu plus dans la communauté juive en France. Donc, on est très entre juifs, finalement. On doit conclure une dernière question. Juste une chose, je pense que pour Laurence, pour ton festival, j'ai une idée de slogan. Ça serait « On me dit que des juifs se cachent sur cette scène ». Sur ou sous? Ça peut être les deux. On vous laisse négocier après. Dernière question. Est-ce que cette espèce de parole qui est de plus en plus bridée, qui ne concerne pas uniquement les juifs, qui concerne tout le monde, et qui tend à faire que l'humour juif devient communautaire, est-ce que c'est dommage? Est-ce que ça peut être une richesse? Et Judith, au contraire, ce que tu nous dis essayer de faire, c'est d'essayer de faire l'inverse, quoi, de sortir un humour juif qui ne parlerait pas des juifs pour l'universaliser un petit peu. Comment vous voyez les choses dans l'avenir? Ma définition de l'humour juif que je me suis forgée avec le temps, elle est de dire que c'est quelqu'un qui se regarde dans le passé pour voir ce qui va arriver dans le futur. Dans le passé, ça se finit plutôt toujours mal pour sa gueule, donc il a décidé de l'accepter et donc il appréhende chaque épisode de sa vie en sachant que ça peut finir mal et donc tant qu'à faire, autant se marrer puisqu'on est encore en vie. C'est un peu ma façon du coup de traiter tous mes sujets, mais j'ai pas l'impression de devoir aborder uniquement Shabbat ou Kippour pour ça. Pour moi, une jeune femme qui va aborder avec l'humour juif tous les autres drames de la vie, les drames, pas dans leur notion de triste, mais... Je suis assez d'accord avec Judith sur le fait que ce soit un regard, ça c'est clair. Comme disait aussi David tout à l'heure, on peut regarder l'actualité avec un certain regard. On n'est pas toujours obligé de marquer juif, Israël, synagogue, pour que ce soit de l'humour juif. Les grands humoristes juifs américains l'ont d'ailleurs très bien prouvé. Ça peut être une expérience de vie. Tu disais, Judith, que c'est regarder le passé. Eh bien, c'est l'expérience de la vie que l'on a, l'expérience juive que l'on a, sans forcément dire le mot juif, le marteler. Mais voilà. Ensuite, sur le fait, est-ce que l'on peut encore rire des juifs même si on n'est pas juif, je pense que ça peut être fait si c'est fait avec beaucoup d'intelligence. L'histoire montre que c'est pas quelque chose non plus d'anodin. Okay. Je pense c'est important que ça continue. Il faut absolument que les non-juifs puissent continuer à rire des juifs. Alors, il y a un peu de boulot. Absolument. David, un mot pour conclure aussi. Non, pour continuer ce que dit Laurence, il faut absolument que ça continue parce que là, on voit très bien que sur les réseaux sociaux, moi, je suis très souvent sur Twitter, et les juifs, c'est ceux qui sont protégés par le gouvernement, protégés par l'État. On n'a pas le droit de toucher aux juifs, on n'a pas le droit de rire des juifs. Et c'est malheureux parce que nous, on rit très bien de nous, on accepte aussi des blagues des autres. Mais pour autant, c'est pas perçu comme ça par les gens. Les gens perçoivent qu'on est sans cesse persécuté, qu'on supporte pas les blagues qui sont faites sur nous. Et c'est malheureux parce que c'est pas le cas. On sait très bien que c'est pas le cas. Nous quatre, nous cinq, on sait rire de nous-mêmes et on accepte aussi que des blagues puissent se moquer de nous. Et même de non-juifs. C'est pas forcément perçu comme ça. Mais sinon, on va enterrer Charlie Hebdo, on va enterrer Marthe Villalonga, qui est là le prototype de la mère juive et qui est ni juive ni mère. Ok, merci beaucoup à tous les quatre pour cette émission. À bientôt. Bye bye. Allez, merci. Bye. Bisous à tous. Bye. Au revoir.